Bonjour, aujourd'hui on est en économie en terminale STMG. On aborde le chapitre qui concerne les transformations du commerce mondial. Il s'agit du chapitre 7. En termes de programme, on est sur le thème 8, c'est-à-dire comment organiser le commerce international dans un contexte d'ouverture des échanges. Et les notions concernent importation et exportation de biens et de services, la segmentation, les produits intermédiaires, les produits finis, la balance des biens et des services, les investissements directs à l'étranger et les firmes multinationales. Alors, les échanges, depuis la Seconde Guerre mondiale, les échanges ont explosé. On dit que le commerce international a explosé, dépassant les 5% de croissance par an et atteignant parfois 10% de croissance. On est véritablement dans un système de mondialisation, c'est-à-dire un processus d'intégration croissante des économies avec accroissement des mouvements de biens et de services, de main-d'œuvre et de capitaux à l'échelle mondiale. On dit que les échanges entre pays ont un rythme de croissance supérieur à la production mondiale. Cette évolution du commerce international est due aux nouveaux moyens de transport, aux nouveaux moyens de communication, c'est-à-dire Internet et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, au progrès technologique qui a facilité les échanges entre pays, contribuant ainsi au développement et à l'essor du commerce international. On va regarder maintenant comment évolue la structure des échanges. Donc, quand vous regardez le petit schéma, vous constatez que l'essentiel des échanges est composé de produits facturés. On dit que les biens échangés, c'est à 80% des biens et à 20% de services. Et effectivement, les biens manufacturés représentent environ 70% des exportations de biens. En ce qui concerne les services maintenant, la part des services dans les échanges augmente, mais certains services sont difficilement échangeables, ce qui explique que globalement, la part des services dans le commerce mondial est peu importante. Maintenant, on va interpréter le solde de la balance des biens et des services. Alors, les échanges internationaux sont mesurés grâce à un document comptable qui retrace tous les échanges de biens et de services et des revenus entre les pays. Ce document comptable se décompose en 4 postes. Le solde commercial qui retrace l'ensemble des opérations sur les biens, à savoir les exportations et les importations de marchandises. Le solde des services qui retrace l'ensemble des opérations sur les services, à savoir les exportations et les importations de services. Les revenus primaires qui retracent l'ensemble des transferts de revenus primaires entre les pays, c'est-à-dire les transferts de salaires, d'intérêts et de dividendes, et les revenus secondaires qui retracent l'ensemble des transferts de revenus secondaires entre les pays, c'est-à-dire les dons, les aides, etc. Les 2 premiers postes, c'est-à-dire le solde commercial et le solde des services, correspondent à la balance des biens et des services. Cette balance retrace les échanges de biens et de services entre les pays. Maintenant, ce qu'on va observer, si un solde, le solde de la balance des biens et de services est excédentaire, cela signifie que les exportations de biens et de services sont supérieures aux importations. Si le solde est déficitaire, cela signifie que les exportations de biens et de services sont inférieures aux importations. Par exemple, en France, la balance des biens et de services est déficitaire depuis plusieurs années. Alors, on parle aujourd'hui de régionalisation des échanges. Quand vous observez le document que je vous ai mis, donc ce document retrace les accords commerciaux entre les différents pays. Donc, vous constatez qu'il y a des échanges entre l'Europe et le Japon, entre l'Europe et la Corée du Sud, entre le Canada et l'Europe, dans le cadre d'accords commerciaux, c'est le CETA, le CEFTA, le TAFTA, etc. Alors, on constate que même si la croissance du commerce international a explosé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va prendre l'exemple de l'Union européenne, les pays membres de l'Union européenne ont tendance à échanger en priorité entre eux, c'est-à-dire entre pays européens. Alors, on parle de régionalisation des échanges parce que on parle d'augmentation des échanges entre pays qui sont géographiquement proches. C'est-à-dire que les pays qui sont proches les uns des autres ont tendance naturellement à
échanger entre eux. Cette régionalisation des échanges est favorisée par la proximité géographique, mais également liée aux différents accords qui ont été signés. Il faut savoir que le fait que les échanges soient régionalisés, c'est-à-dire que ce sont des pays géographiquement proches qui échangent, cela permet de diminuer les frais de transport. Maintenant, on va analyser la place des firmes multinationales dans les échanges. Alors, on les appelle les FMM. Les firmes multinationales, ce sont des entreprises qui possèdent au moins une filiale à l'étranger ou qui détiennent au moins 10% du capital d'une entreprise étrangère. Ces FMM sont à l'origine de 80% des échanges internationaux. Alors, leur objectif dans ce développement des échanges internationaux, tout d'abord, il s'agit d'obtenir de meilleures conditions d'offre, c'est-à-dire recherche du moindre coût, sécuriser les approvisionnements et faciliter l'accès à la technologie. Le deuxième aspect, c'est obtenir de meilleures conditions de demande. Il s'agit d'avoir un accès direct au marché étranger et de contourner, si nécessaire, d'éventuelles barrières protectionnistes. Il s'agit également de rechercher la proximité avec le consommateur, c'est-à-dire qu'on s'implante le plus près possible du consommateur et ça permet, entre autres, de mieux connaître ses besoins pour avoir une réponse adaptée à leurs besoins. Et enfin, il s'agit de se diversifier internationalement. Parallèlement, parmi les objectifs, il y a la volonté de se positionner de façon concurrentielle. Donc, il s'agit soit de réagir par rapport à la concurrence, avoir une réaction de firmes suiveuses et donc de bénéficier d'effets d'agglomération et d'externalités positives, ou alors de mettre en place une course technologique pour viser une position dominante par rapport à la concurrence. Alors, pour apprécier donc la place des firmes multinationales dans les échanges, je vous ai mis un schéma qui vous dit qui vous indique comment se construit un iPhone. Alors, on dit que l'iPhone est un produit monde par excellence parce que quand vous observez le schéma, vous constatez qu'en fait, les différentes opérations de production d'un iPhone sont réalisées, j'ai envie de dire, partout dans le monde, dans différentes zones du monde. Vous avez le système Wi-Fi et l'appareil photo qui seront réalisés aux États-Unis, par exemple, la partie électromécanique qui sera faite en France, le système de mise en veine qui sera fait en Allemagne, la Corée du Sud va réaliser l'écran tactile, le processeur, le Japon, l'écran tactile, etc. Donc en fait, quand on observe un seul produit, un iPhone, sa production est étalée sur différentes zones du monde. Alors, pour pouvoir, la logique en fait des firmes multinationales, c'est-à-dire qu'elles répartissent leur production sur une chaîne de valeur mondiale. C'est la CVM. Donc la production est découpée en plusieurs activités qui seront réparties entre plusieurs pays en fonction des compétences qui seront attendues, des matériaux qui entrent dans la composition du produit, des ressources nécessaires et de la qualité et des prix proposés pour les ressources par les différents pays. Alors, je vous ai mis un petit schéma où vous voyez qu'en fait, la partie recherche et développement et innovation et la conception sont des éléments clés de la chaîne de valeur. Et ces parties sont réalisées dans des pays situés au début de la chaîne de valeur. C'est sur cette partie-là que se produisent les activités à forte valeur ajoutée. Ensuite, l'assemblage, la commercialisation et le service client et la distribution, ce sont des opérations qui se déroulent dans des pays situés à la fin de la chaîne de valeur, c'est-à-dire où la valeur ajoutée est moins importante. La position du pays le long de la chaîne de valeur a une influence sur les gains qu'il retire dans sa participation à la production. Les pays situés donc au début de la chaîne de valeur retirent davantage de gains que ceux qui sont situés en fin de chaîne de valeur. Alors, cette organisation de la production au niveau mondial correspond à une décomposition internationale des processus productifs. C'est la DIPP. Cette DIPP permet aux entreprises de limiter leurs coûts de production
Donc, les firmes échangent entre elles des biens ou services intermédiaires afin de réaliser un produit fini. Ainsi, plusieurs pays entrent dans le processus de production, chacun contribuant à la création de valeur ajoutée du produit fini. Alors, maintenant, il s'agit d'analyser les flux d'investissement direct à l'étranger. Pour s'implanter dans différents pays, les FMN, les firmes multinationales, effectuent des investissements directs à l'étranger. Il s'agit d'une opération qui consiste à créer une entreprise à l'étranger ou alors à prendre une participation dans le capital d'une entreprise étrangère. On parle de prise de participation, il faut que ce soit à partir de 10% du capital. Et cela permet à la FMN de détenir un pouvoir de décision sur cette firme. Alors, il est important d'analyser les flux d'IDE. Alors, on constate qu'il y a des IDE entrants, c'est-à-dire des investissements réalisés par des entreprises étrangères sur le territoire national, et des IDE sortants, c'est-à-dire des investissements réalisés par les entreprises nationales sur un territoire étranger. Par exemple, quand Renault va implanter une filiale dans un pays européen, on sera sur un IDE sortant parce que Renault est une entreprise nationale qui va implanter une unité de production sur le territoire étranger. Donc, on constate, alors je vous ai mis le petit schéma des IDE de la France et vous constatez qu'en fait que les IDE sortants sont plus importants que les IDE entrants. Alors, il faut savoir que de nombreux pays tentent d'attirer les investissements directs en raison des effets positifs. Et on parle par exemple de la notion d'attractivité des pays. Alors on considère que les IDE sont source de croissance économique des pays d'accueil puisqu'il y aura, dans la mesure où il y a implantation d'unités de production, il y aura création d'emplois, amélioration de la productivité dans le pays d'accueil et transfert de connaissances et de technologies des entreprises. Et donc je vous ai mis un petit schéma qui présente les flux entrants d'investissement direct en 2018. Et vous voyez que, j'ai envie de dire que les États-Unis sont en termes de flux entrants les champions toutes catégories, juste avant la Chine, Hong Kong et Singapour. La France se situe vraiment en bas du tableau concernant les flux entrants d'IDE. Alors, aujourd'hui, on est quand même sur une analyse de ces flux d'IDE, c'est-à-dire quelles sont les problématiques qui sont soulevées. On dit beaucoup que les IDE, effectivement, ont des aspects positifs sur l'économie, mais ils peuvent aussi avoir des aspects négatifs sur l'emploi et les conditions de travail, puisque suite à la forte concurrence que cela entraîne entre les entreprises les moins performantes seront en faillite, ce qui conduit au chômage dans le pays d'accueil. De notre côté, l'implantation de firmes dans les pays d'accueil peut également être néfaste pour l'environnement en raison d'activités qui sont mises en place mais qui peuvent être polluantes. Souvent, les entreprises tendent à délocaliser les activités polluantes dans la mesure où la législation dans leur pays d'origine est plus stricte et donc il est plus, entre guillemets, plus simple de délocaliser les activités qui sont polluantes. Voilà, j'en ai terminé sur ce chapitre qui concerne l'ouverture, le développement des échanges internationaux.